si on peut demander le GDP France, on peut faire GDP France United States, on va comparer les deux, ça fait des calculs. On peut en particulier faire GDP divided by population France, ça vous donne le... D'ailleurs, il y a un truc intéressant à propos de ça, c'est que dans le State of the Union d'Obama, je le regardais, et Obama a dit que les États-Unis étaient le premier, le produit avec la plus haute productivité. Alors, je ne voulais pas le croire. Alors, j'ai fait GDP divided population by countries, et les États-Unis sont numéro 19. Alors, je me suis dit, bon, il n'est probablement pas menti quand même, donc quelque part, il devait y avoir une information qui dit ça, j'ai commencé à chercher. Il se trouve qu'il y a, bon, alors le GDP par population, divisé par population, c'est donc le revenu par habitant, mais il se trouve qu'on n'est pas obligé de compter tous les habitants, on pourrait compter les travailleurs. Quand on fait GDP divided by workers, là, les US sont 16e, ou 13e. Mais si on fait GDP divided by worker et qu'on ne met pas d'S, c'est encore un sens différent en économie. Le sens, ce sont les gens qui travaillent effectivement, parce qu'il y a la population totale, la population qui pourrait travailler et la population qui a un boulot. Et il se trouve que quand on divise le GDP par la population qui a un boulot, les États-Unis sont numéro 1. Donc il n'a pas menti, mais ça m'a mis une demi-heure. Bravo, bravo. Donc tu vas les aider à, j'allais dire stratégiser, c'est pas très joli, mais à changer un peu leur stratégie, ou à la raffiner, à la faire évoluer. Je vais surtout essayer j'essaie d'aider à voir comment est-ce qu'on va... Alors, pour revenir au problème du knowledge, le but de Stevens, c'est d'encoder tout ce qui peut être calculable de la connaissance humaine. Et il y a un processus pour faire ça qui est assez intéressant, c'est de prendre un domaine particulier et de prendre, dans ce domaine-là, de prendre un expert. Et il y a à peu près 3 éléments importants. Le premier, c'est l'acquisition des données elles-mêmes. Alors effectivement, en général, maintenant sur Internet, on arrive à avoir de plus en plus de données. Mais au travers de cette acquisition, il y a un élément très très important que les gens auquel on ne pense pas et auquel je n'avais pas pensé à l'avance, c'est le côté linguistique. Donc c'est de récupérer les données, mais de bien comprendre ce que représente quoi. Et donc il y a tout un langage, en général le langage de l'expertise du domaine, que ce soit le domaine économique, donc là je donne un exemple avec workers, population, c'est des choses différentes. Et en fait dans chaque domaine, il y a tout un langage qui est le début de la connaissance dans ce domaine. La deuxième étape, c'est tous les algorithmes qui font partie du domaine lui-même. Donc en physique, on sait qu'on ne fait pas de moyenne de température, par exemple, on s'occupe des calories. Donc, dans chaque domaine, en économie, c'est pareil, quand si on veut s'occuper de la finance, par exemple, il y a tout un tas de calculs, qui peuvent être faits, qui doivent être faits, c'est les algorithmes du domaine. Et alors il se trouve que, bon ça paraît plus logique. Il se trouve qu'il y a une troisième étape qui est très très importante, c'est de savoir représenter les résultats. Parce que aussi, alors là, si je donne des exemples, vous allez comprendre tout de suite, c'est que dans le domaine de la finance, on a appris à voir des time series charts pour les stock markets, c'est ce que les gens veulent voir parce qu'on a appris à les lire. Et si vous voulez savoir où sont les satellites autour de la planète, et bien en fait on va montrer une carte du monde et puis on dessine les orbites que NASA dessine. Donc dans chaque domaine, de savoir calculer ça ne suffit pas, il faut aussi savoir représenter les résultats. Et ça représente en fait 30% du boulot. Donc en fait, dans ces 3 étapes, de savoir encoder le knowledge, il y a trois morceaux qui sont à peu près de la même taille. C'est la linguistique, et de comprendre la linguistique et de pouvoir faire la désambiguation. Je ne sais pas si ça veut dire en français, c'est pas bien. La deuxième étape au milieu, c'est les algorithmes. Et la troisième étape, c'est la présentation. Voilà. Et donc le but de tout faire. Donc, à l'heure actuelle, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider à trouver plus d'argent, d'avoir plus de deals avec les sociétés, de manière à ce qu'on puisse accélérer cette démocratisation du knowledge qu'on essaye de faire, parce que c'est des personnes, donc c'est des centaines de personnes qui prennent les données et puis qui essayent de les encoder. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on ne le fait que en anglais, parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire dans les autres langages, mais on a calculé en gros que ça nous coûterait 5 millions de dollars pour
pouvoir faire simplement la version chinoise, par exemple, ou la version japonaise. La version française, ça coûterait probablement plus 4 millions. Donc c'est parce qu'il y a moins de difficultés au niveau linguistique de comparer l'anglais et le français. Parce que dans chaque langage, il va falloir revérifier la linguistique des domaines, de manière à... On a des choses qui peuvent être ambiguës en anglais, mais qui ne sont peut-être pas ambiguës en français, et c'est ça, il faut qu'on puisse les comparer. Alors, donc, on a pour 20 ans, là. On va accélérer. Il y a un truc très intéressant aussi dans cette histoire de réponse, de questions-réponses. Donc là, il y a le côté d'avoir plus en plus de données, et puis le concept aussi de la complexification de ce qu'on fait, et des choses qu'on peut faire. Donc par exemple, une chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir mélanger les informations du temps, de la météo, avec les informations des vols. Parce qu'à l'heure actuelle, les 3 derniers mois, on a eu des gens tout le temps coincés parce qu'ils veulent aller de San Francisco à Chicago, et puis ils sont coincés par la neige, l'aéroport ferme, quoi que ce soit. Et mais toutes ces informations-là, on les a. Donc nous, on savait que Chicago allait être fermé à l'avance. Wolfram Alpha le savait, on n'a pas encore connecté les prévisions de vol, mais ce qu'on veut faire, c'est que Wolfram Alpha, les gens qui l'utilisent recevoir un email leur disant voilà, on sait que vous allez prendre cet avion-là, mais vous avez probablement 4 heures pour reprendre un nouveau billet parce que Chicago sera fermé, vous n'allez jamais arriver sur ce vol. Donc ça, c'est l'expertise humaine, mais qu'on est à la limite de pouvoir avoir correctement encodé dans le système et qui va avoir un impact intéressant. Donc moi je kitesurf et quand on part en vacances, je passe une journée à trouver où est-ce qu'il va y avoir plus de vent, parce que pour trouver dans les systèmes de voyage à l'heure actuelle, il n'y a pas de test pour dire est-ce que le vent va être supérieur à 25 nœuds pendant les 15 jours à venir. Donc ça c'est aussi quelque chose d'ici la fin de l'année, on l'aura. Mais c'est plein de... De la même manière que Mathematica, quand il résout les équations, peut donner les étapes intermédiaires, parce que c'est quelque chose que les gens veulent voir pour pouvoir vérifier, pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien, quand Wolfram Alpha répond à une question, il y a toutes ces étapes intermédiaires de savoir qu'est-ce qui a été compris, comment ça a été compris, quelle est la désambiguation, parce que New York, ça peut être New York City, ça peut être New York State, et puis si vous êtes dans un autre état, ça peut être la petite ville locale qui s'appelle New York, et donc pouvoir savoir dans quel cas on est. Et en particulier, quand Wolfram Alpha répond à une question, il prend en compte l'heure, il prend en compte l'adresse IP, où est-ce qu'elle est, et les réponses ne sont pas forcément les mêmes en fonction de où vous posez la question. L'exemple typique qu'on utilise, c'est donc si vous tapez ISS dans Wolfram Alpha, ça va vous donner International Space Station, et donc ça va prendre les données de la NASA d'il y a 15 minutes, qui sont les données orbitales, ça va calculer où est la Space Station exactement à l'heure actuelle, et si elle est dans le ciel, ça va vous donner un dessin du ciel et vous dire où est-ce qu'elle est. Et si elle n'est pas dans le ciel, ça va dire voilà où vous êtes. La prochaine fois que la Space Station va se lever de l'horizon, c'est à telle heure, tel jour. En général, elle arrive tous les jours. C'est pas un gros problème. Donc, ça prend en compte, c'est vraiment le concept de calculer la réponse et on ne fait aucune recherche. Un autre exemple qui est assez typique, c'est si vous voulez savoir combien il y a de calories dans 3 carottes, donc en anglais, je vous conseille. Il se trouve qu'il y a une page web, donc si vous cherchez ça avec Google, vous allez trouver une page web qui va vous dire combien de calories dans 3 carottes. D'accord ? Et si vous posez la question combien de calories dans 4 carottes, eh bien il n'y a pas de page web qui répond à cette question. Et donc, il vaut mieux demander. Écoute, c'est super. Comme c'est la coutume, je te livre aux questions de l'auditoire. Donc merci d'avoir commencé, monsieur. De Wolfram Alpha ? Eh bien, il y en a plusieurs. Le plus simple, c'est les engins de recherche comme Bing, etc. Donc on a un deal avec Bing. Bing nous pose autant de questions qu'ils veulent et puis on redonne au truc. Donc c'est du middleware. Dans le search engine, on est un middleware. Et sur les téléphones, on a des applications. Donc, à l'heure actuelle, on a sorti une application Wolfram Alpha et 3 applications qui sont Algebra, Calculus et une application de musique. Et cette année, on va sortir à peu près une centaine d'applications sur l'iPhone, Android et d'autres plateformes. Parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'on fait tellement de choses, les gens ne savent pas nécessairement poser la question, ne savent même pas
penser à poser la question, alors que si on découpe ces domaines expertise par expertise, en fait, on peut fabriquer une interface utilisateur où les gens n'ont pas à taper, mais simplement à choisir, à faire des choix. Et donc, on va fournir ces systèmes de réponse pour chaque application. Donc, il y en aura évidemment pour toutes les maths, la physique, tout ce qui est universitaire, mais aussi pour les professions, donc, pour les sysadmins, pour les nurses, pour tout ce qu'on peut calculer dans ces domaines-là, on va avoir une application pour chacun. Et en fait, je dis on va en faire 100 cette année, mais on en a prévu 200 pour l'année prochaine. Tu disais tout à l'heure que 90% des coûts des jeux étaient en graphisme, mais pas dans les jeux de Facebook. Et pourquoi? Est-ce que ça va aussi changer ça? Oui, donc la question c'était pourquoi est-ce que les 90% du coût des jeux sont dans les graphismes sur les consoles et pas dans Facebook, pas dans les jeux qui sont faits sur Facebook. Bah, la première raison, c'est que les jeux dans Facebook, la première chose qu'on a découvert, on savait déjà, mais sur Internet, c'est que les gens ne veulent pas faire un download. Donc ils ne veulent pas faire installer un engin de jeu particulier. Donc si on demande un download, simplement poser cette question, c'est est-ce que vous voulez downloader ceci avant de jouer au jeu, on perd 85% des gens. Donc on est limité par les systèmes de graphisme qui sont déjà installés par les gens. Et donc, pendant tout le début de Facebook, la seule solution c'était Flash, parce que les gens avaient Flash parce qu'ils avaient forcément dit oui à YouTube à un moment ou à un autre. D'accord? Donc, Flash a eu 86% d'installation sur les PC, parce que, en raison de YouTube, parce que déjà ils avaient une bonne proportion à l'avance. Et alors ça change, parce que maintenant, évidemment, clairement, Flash n'a plus ce pourcentage-là, déjà à l'heure actuelle, à cause des devices comme l'iPhone, et HTML5 arrive, et puis il y a d'autres nouvelles solutions Flash qui arrivent. Donc, oui, les gens, je pense que c'était peut-être moins de 50% avant dans les graphismes sur Facebook, et ça va passer à peut-être 70, à mon avis, ça va pas aller à 90. Pour une autre raison, c'est parce que les monétisations des jeux à l'heure actuelle posent des limites sur la quantité d'argent qui peut être dépensé pour investir dans le jeu à l'avance. Parce qu'en fait, il y a que très peu de jeux qui vont justifier de tripler le coût de développement. Il n'y a pas de monétisation pour faire ça, à part pour les sociétés comme Zynga, des très grosses sociétés qui réussissent déjà dans le domaine de Facebook. Si on regarde ce que fait Google,